Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle escapade au cœur des communes. Cette fois encore, je vais à la rencontre de personnes passionnées qui font vivre leur village. Et aujourd'hui, ma route m'a amené à Tuny-Épont. Grégoire, on est vraiment très bien ici au bord du canal. Merci de m'accueillir dans votre commune de Tuny-Épont et non pas Tuny-l'Épont. Exactement. Alors pourquoi cette confusion justement? Alors pourquoi souvent on me dit vous êtes le maire de Tuny-l'Épont. Effectivement, il y a plusieurs ponts. Et il y a deux ponts, oui, deux ponts. Et on a toujours tendance à dire Tuny-l'Épont, sauf que c'est Tuny-Épont. Donc les Tuny-Pontois et Tuny-Pontoises. Tuny-Pontois et Tuny-Pontoises, c'est ça. Oui. Donc ici on est sur une commune d'un peu moins de 300 habitants. Ouais, 280 habitants à peu près. Au sud de Saint-Quentin, c'est pour ça qu'il fait meilleur que là-bas, on est tout de suite au sud. À cette période. Donc je disais un endroit très agréable ici au bord de l'eau. On a le canal qui se sépare en deux parties à ce niveau et on a la Somme. On a la Somme aussi qui passe ici à Tuny-Épont. Et on a un petit coin caché de paradis qu'on appelle l'eau bleue. L'eau bleue qui est une source derrière la salle des fêtes, un beau petit coin. Alors c'est intriguant ça, de l'eau bleue. Il y a une signification à cette eau qui est naturellement bleue. Oui, effectivement, elle est vraiment bleue, transparente. Bleu azur. Ouais, bleu azur, transparente. C'est un mystère. On n'a pas de réponse à donner. J'ai interrogé pas mal de personnes du village, des anciens. Il n'y a pas de réponse. Et ça allait plus loin que ça. L'ancien comité des fêtes avait donné le nom de l'eau bleue. D'accord, voilà. Donc complètement ancré dans l'histoire de Tuny-Épont. Justement, Tuny-Épont, Tuny-Épont, c'est une fusion de deux communes? Oui, avant c'était Pont de Tuny. Et en 1803, après des recherches, j'ai découvert qu'il y a une fusion qui est devenue Tuny-Épont. Et on pourrait même dire qu'il y a trois villages, du fait qu'on a même un hameau en commun avec la commune de Bray-Saint-Christophe, le hameau de la Veine. D'accord. Et donc tout au long de l'année, ces Tuny-Pontois, Tuny-Pontoises vivent au rythme de manifestations, d'événements qui ont lieu sur le territoire de la commune? Oui, grâce à notre comité des fêtes qui est très investi et très dynamique, avec l'organisation de Pâques pour les enfants, le 14 juillet, jour de la fête nationale avec un concours de boules, et la grosse manifestation, comme on pourrait dire, qui a lieu tous les ans chez nous à Tuny-Épont, Octobre Rose. Pourquoi cet investissement pour cette association? C'est parti de mon premier adjoint qui a eu un de ses proches qui a été touché par la maladie. Et ça lui tenait à cœur de pouvoir faire cette marche, parce qu'on a dit la marche d'Octobre Rose, dans notre commune, pour pouvoir aussi faire parler de notre commune. Et, ramener des fonds? Ramener des fonds et pouvoir apporter un plus à l'association qui organise dans le Saint-Quentinois Diamant Rose, et de pouvoir aussi laisser une partie à la lutte contre le cancer pour le bien des gens touchés par cette maladie. Alors je pense que c'est une fierté lorsqu'on est maire d'une commune de voir de tels événements, de voir un tel attrait pour sa commune. Ah oui, c'est toujours un plaisir de voir les habitants heureux de voir le village vivre. Et comme je dis toujours, j'avance pas tout seul, parce que j'ai quand même avec moi un conseil municipal et le comité des fêtes qui fait beaucoup aussi pour que le village soit dynamique. J'imagine aussi peut-être qu'en tant que jeune maire, vous êtes un des plus jeunes maires de l'agglomération, c'est peut-être une gestion un peu plus compliquée au quotidien entre son travail, ses préoccupations de maire, son téléphone qui est tout le temps branché, prêt à répondre. Oui, c'est jamais évident de gérer le travail, la mairie, la vie de famille, mais on arrive toujours à s'adapter et j'ai l'avantage de pouvoir gérer les trois quand même. Et malgré que c'est pas toujours évident, parce que d'être maire, c'est encore une fois au quotidien, c'est pas de temps en temps je suis maire. Alors j'imagine que quand vous avez besoin de souffler, de vous ressourcer, vous venez vous promener ici? Le long de la digue, en famille, à pied, en vélo, et
On peut même se poser et aller se restaurer. Et avec la chance qu'on a depuis quelques semaines maintenant d'avoir l'ouverture d'un commerce qui s'appelle l'Ami de Tunis. C'est bien trouvé. Oui, c'est pas mal, c'est très bien trouvé, oui. Et où on peut y trouver du pain, des pâtisseries, de la charcuterie, on peut tout trouver pour pique-niquer. Bon, alors comme les tables de pique-nique sont pas très loin, je vais peut-être me laisser tenter, aller chercher une petite friandise et puis aller grignoter ici au bord du canal. C'est une bonne idée. Alors, éclair, Paris-Brest, flan, bon, Sergine, franchement, il y a de quoi satisfaire l'appétit de tous les gourmands. Et moi, le premier, donc ici, je suis à l'Ami de Tunis, un commerce qui est tout neuf, en fait. Tout neuf, ouais, pas tout à fait terminé. J'ai mon époux qui fignole les derniers détails. Et, ouais. C'est une histoire de couple, une histoire de famille? Une histoire de famille. On est à 4, on a vraiment essayé d'intégrer les enfants au maximum qui nous suivent et qui nous soutiennent. Après, voilà, ça fait longtemps qu'on y travaille. Et, J'imagine qu'on n'improvise pas un projet de ce genre parce que dans une commune comme Tunis-Pont, rurale, où le dernier commerce me semble a fermé il y a presque 20 ans, ouais. Rouvrir un commerce, c'est un sacré challenge. C'est un challenge, mais c'est quelque chose qui nous tenait à cœur, étant donné que mon mari est natif en fait de Tunis-Pont. Voilà, il a eu envie de redonner ce petit coup de boost qu'il a connu dans son enfance avec le précédent commerce. Et vous sentez que les gens de Tunis et des villages avoisinants attendaient aussi l'ouverture d'un commerce? Je pense qu'on était très attendus, ne serait-ce que après le Covid. C'est vrai que pendant le Covid, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément de proximité pour nous, les gens qui vivent en zone rurale. Et c'est vrai que c'est ce qui manquait. Et ouais. Ça a été un déclic, quoi. Ça a été le déclic. Alors justement, donc ce commerce, on voit donc les pâtisseries, on voit le pain, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la charcuterie pour se faire un petit sandwich, ouais. Et puis même un rayon épicerie. C'est ça, et on fait aussi du relais colis. D'accord. Ouais, on passe donc par Pick-up qui fait tout ce qui est Colissimo, Chronopost, DPD. Donc le maximum de services possible pour les habitants. Pour les Tunis-Pontois et les gens des alentours. Alors au niveau des ouvertures, les gens peuvent venir, voilà, vous êtes ouvert tous les jours? Vous avez un jour pour souffler quand même? Quand même un petit peu. On souffle le mardi, donc on est fermé le mardi et on fait une petite coupure entre 14 et 16 heures, le temps que monsieur reprenne un petit peu ses esprits et puisse revenir. Vous êtes là, pour le soutenir? Toujours, depuis le début et pour toujours. Donc lui, c'est la pâtisserie à la base, hein. C'est bien ça? Il était boulanger-pâtissier, mais ici, oui, par manque de place, on sait, au niveau de l'artisanat, il fera que la pâtisserie. Donc la pâtisserie, donc comme j'ai vu tout à l'heure, je pense que je craquerai sur un de ces bons produits. Et donc justement, cette proximité, ce commerce, cette relation clientèle, elle a quelque chose de plus peut-être que dans un commerce de ville, peut-être. L'esprit village est présent aussi au sein de votre commerce? Énormément. Travaillant en ville, moi-même, j'ai vu une totale différence. L'accueil des gens, je sais pas, on peut peut-être plus prendre de temps. Et il y a cette proximité qui ne s'invente pas. On ne vient pas juste chercher sa baguette le matin. Non, on vient voir sa boulangère. On prend le temps, on discute et puis allez, au bout d'un moment, on fait peut-être un peu partie de la famille, on connaît les histoires des uns des autres. Tout à fait. Et c'est du relationnel en fait. C'est ça, énormément. Un petit peu le psy du village aussi, les gens se confient parfois? Un petit peu. Bon, en tout cas, il me semble que vous avez d'autres projets en plus pour accueillir les gens. Je crois que j'ai entendu parler d'aménager des tables à l'extérieur. On pourra pique-niquer quasiment au pied de la boutique. C'est ça. On pourra donc pique-niquer avec le café. On a aussi le projet de mettre une rôtisserie le week-end. Ça va être sympa, ça. Ouvrir ses volets avec une bonne odeur de poulet fumé, ça. Et les frites? Pas pour l'instant, on va attendre un petit peu. Des chips dans l'épicerie. C'est très bien les chips, ça. C'est très bien les chips. Bon, alors, pour le moment, je vais peut-être pas craquer sur le poulet parce que faut attendre. Je vais peut-être prendre une baguette. Vous pouvez me préparer quelque chose? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez comme petite baguette sympa? Alors, on a la Baltine qui est plutôt une baguette blanche ou le Norin qui est plutôt de la tradition. Ou après la baguette céréale. Oh, moi je suis plutôt tradition. Plutôt tradition. Je vais prendre une honorine et puis après je prendrai une petite tranche de pâté puis je me ferai mon sandwich. Super.
Sandrine, je suis surpris là, tous ces bambins autour d'un énorme plat de pâtes. C'est pour manger? Alors, non, c'est pas pour manger, c'est pour manipuler. D'accord. De la manipulation pâte, comme on peut faire de la manipulation sable, la pâte à modeler, la pâte à sel. Et là, entre autres, c'est pour développer la motricité fine. D'accord. Voilà. Donc d'où les petits contenants, les bouteilles, les petites assiettes, etc. Ils s'amusent, ils prennent, ils vident. Tout à fait, voilà. Est-ce que ça fonctionne avec tout type de pâtes? Non, la semoule, ça marche. Les petites pâtes, ça marche. On fait attention à ce qu'ils ne mettent pas à la bouche non plus. Bien sûr, parce que ça peut être tentant. Oui, complètement. Et puis, par contre, non, les spaghettis, ça marche pas. On évite les spaghettis. C'est ça. Alors, une activité de ce genre, on sait que voilà, avec des enfants en bas âge, les activités ne durent pas très longtemps. Une activité comme celle-ci, c'est une activité qui a l'air de fonctionner. Il marche super bien. Voilà, ça c'est une activité qu'ils aiment tout particulièrement. Et c'est vrai que ça peut durer 15 à 20 minutes, alors que d'habitude 5 à 10 minutes pour une activité, c'est très bien. Donc ce qui fait que sur une journée, ça vous en fait quand même quelques-unes. Oui, il y en a un certain nombre. Bon, bah alors je vais vous laisser en compagnie de ces bambins le temps de la fin, jusqu'à la fin de cette activité. Je reviendrai tout à l'heure faire mon petit contenant de pâtes. Hein, et on les fera cuire al dente. Ok, avec du ketchup. Avec du ketchup. Alors en attendant, je vais retrouver Myriam qui va m'en dire plus sur ce lieu où on se trouve. À Ça tout à l'heure. marche. À tout à l'heure. Alors Myriam, bonjour. Bonjour. Alors merci de m'accueillir au sein de cette MAM. Cette MAM, Alors, exactement. Qui veut dire? Qui veut dire maison d'assistante maternelle. D'accord. En fait, c'est un regroupement d'assistantes maternelles. En fait, nous sommes 3 auxiliaires de puériculture, diplômés auxiliaires de puériculture, et nous avons pris le statut d'assistante maternelle pour pouvoir ouvrir la MAM. C'était obligatoire en fait. D'accord. Donc, on a dû prendre un statut d'assistante maternelle. Alors depuis quand elle existe et combien d'enfants accueillez-vous? Cette MAM existe depuis 2014. D'accord. Avril Presque 2014, 10 ans. voilà, on va fêter nos 10 ans l'année prochaine, on est contente. Et ça fonctionne depuis 10 ans parce qu'évidemment, le besoin en milieu rural, le besoin de garde d'enfants, toutes les mamans travaillent, donc c'est très important d'avoir des gardes d'enfants dans un milieu rural. Et pour garder les bébés, et aussi très important, c'est que ces enfants-là restent dans les villages et vont aussi dans les écoles. Ils vont aller après dans les écoles. Voilà, restent dans les écoles rurales. Et nous, notre but, c'était aussi ça, de garder nos enfants dans nos villages. Continuer à faire vivre les villages. Exactement. Et les écoles des villages, c'est très important. C'est Donc très vous important. êtes 3 pour Nous sommes 3. Une douzaine d'enfants, c'est voilà, ça? 12 enfants, 12 enfants par jour en fait. On a plus d'inscrits, mais si Il y a des vous roulements. voulez, voilà, on fait des puzzles un petit peu. Il y en a qui sont 3 jours, 2 jours, donc on arrive avec les plannings, on arrive à faire des puzzles. Vous et vos collègues, vous avez eu l'expérience de la ville. Nous avons travaillé toutes les 3 en crèche, Ouais. donc la crèche de Saint-Quentin. Nous sommes connus là-bas. Et le projet de MAM est parti parce qu'il y a eu un regroupement scolaire. Donc tous les petits villages sont partis, les écoles sont parties à Saint-Simon. Et du coup, le site école ici était vide. J'imagine que justement que cette relation aux enfants et avec les parents est différente en milieu rural. Oui, bien sûr. Et puis, comme on n'a pas beaucoup d'enfants, évidemment, les crèches c'est bien, mais il y a beaucoup d'enfants, donc la relation est plus travail, si vous voulez. Là, un enfant, par exemple, un enfant à 12, un enfant qui est malade, on peut plus se détacher. Pour les câlins, pour l'attention, même au niveau des activités. Il y a moins d'enfants autour de nous, donc la relation est totalement différente. Et aussi la relation avec les parents. Et on a aussi la relation avec la CAF, la PMI. Donc une plus grande proximité. C'est totalement c'est complet par rapport au travail en crèche, quoi. C'est ce qu'on voulait. On voulait un petit groupe pour pouvoir apporter plein de choses aux familles et aux enfants. Un petit groupe qui vit bien. Qui vit super bien. Vous m'accompagnez pour terminer on y va. L'activité pâtes? Vous voulez aller jouer aux pâtes? Ah oui, moi je suis un grand mangeur de pâtes. C'est ça. Bon, vous les mangez pas. Évidemment, je vous conseille de pas les manger. On les mange pas. Bon, allez, c'est parti. Ah, tu me prêtes un contenant? Allez, on va faire. Allez, on y va. Allez. Tu viens, chérie? Voilà, regarde. Tu remplis? Regarde, on remplit. Tu mets dedans? Françoise, merci de m'accueillir ici au pied de l'église Sainte-Eulalie de Tuny-et-Pont.
Sainte-Eulalie qui, j'ai l'impression, a une grande importance dans ce village parce qu'il y a l'église, mais il y a aussi une fontaine. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur cette Sainte-Eulalie? Oui, alors Sainte-Eulalie est passée donc, par Tugny-et-Pont. Elle cherchait du feu pour se faire à manger, donc elle est allée voir le maréchal Ferrand qui lui a refusé. Il n'est pas sympa le maréchal Ferrand. Non, pas du tout. Et donc à la suite de ça, il y a une chose qui avait été dite, que tout maréchal Ferrand s'installant dans le village ne ferait pas affaire. Ça s'est vérifié? Je ne sais, non, je ne pense pas. Bon, non, c'est la légende. C'est la légende. Voilà, ceci est une légende. Voilà. Et c'est pour ça que Sainte-Eulalie est devenue la patronne de Tugny-et-Pont. La Sainte-Eulalie, c'est le 11 décembre. D'accord, donc une date importante pour le village. Oui. Et donc justement, ces bâtiments associés à Sainte-Eulalie ont bénéficié d'un petit coup de jeune, d'une restauration, il y a déjà, ça passe vite, presque une vingtaine d'années, c'est ça? Oui, c'était dans les années 2002-2003. Donc ça a été rénové par un chantier école, donc piloté par M. Noblesse. Donc, et l'église a été rénovée entièrement. Donc l'église et la fontaine? Et la fontaine aussi, la fontaine Sainte-Eulalie a été rénovée aussi par M. Noblesse. Alors M. Noblesse, qui est une personne qui a marqué l'histoire du village de par ses travaux, mais aussi pour un autre bâtiment emblématique, il me semble. Oui, puisqu'il y a un moulin qui a été pas construit, mais remis pièce par pièce. Donc ce moulin a été démonté à Brissé-Choigny. D'accord. C'est un moulin du XIIIe siècle avec une architecture picarde. D'accord. Et donc démonté par M. Noblesse et remonté ici à Tugny, pièce par pièce. Mais ça devait être un chantier colossal. Énorme. Oui, mais il a pris de très nombreuses années. J'imagine bien. Et effectivement, maintenant, quand on traverse ce village, on voit encore ce moulin et la roue qui va avec. Exactement. Et beaucoup de personnes s'arrêtent pour... C'est une curiosité. Et donc, M. Noblesse avait une fonction, enfin, avait décidé de lui donner une autre fonction à ce moulin, il me semble. Ah oui, puisqu'il en a fait une halte pour les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle et aussi pour la Francigéna. Parce qu'ici, on est sur les deux axes. Sur les deux parcours, par le fait. Oui. Et il y a énormément de pèlerins qui se sont arrêtés, puisque maintenant c'est tombé en désuétude, puisque M. Noblesse est décédé. Et que l'histoire n'a pas été prolongée, n'a pas continué. On continue notre visite, on va voir les travaux qui ont été faits à l'intérieur. Il me semble qu'il y a une autre curiosité aussi. Entendu, on y va. Alors effectivement, on voit, lorsqu'on arrive dans cette église Sainte-Eulalie, une église très lumineuse, très agréable, on se rend compte qu'effectivement, il y a eu des travaux de restauration. Ah oui. Et donc, tout a été nettoyé, les murs ont été poncés. Il y avait des chaises avant, donc les chaises ont disparu. Remplacées par les bancs. Remplacées par des bancs. Dans cette église, il y a aussi une curiosité. Ah bon? Oui. Une autre curiosité? Une autre curiosité, c'est le vitrail que nous avons là en face, qui représente un soldat de la guerre 14. Et ce vitrail, il a été pris en photo par des historiens de la région, mais même au-delà, pour qu'il soit répertorié. Et on connaît l'origine de ce vitrail? Non. Moi, je ne peux pas vous en parler parce que je ne la connais pas. Il reste un mystère autour de ce vitrail. En tout cas, il est magnifique et je comprends que certaines personnes ont envie de venir le découvrir. On appelle la mairie, vous êtes là pour ouvrir les portes? On appelle la mairie et moi, j'habite à côté de l'église, je viens ouvrir les portes, il n'y a aucun souci. Très bien. Voilà. Alors, on parlait de rénovation, de restauration. Une église, un bâtiment comme celui-ci nécessite des travaux au quotidien, j'ai envie de dire. Et même parfois, il y a des imprévus qui font que, il faut faire des grosses réparations, il me semble. Ah oui, puisque dernièrement, la foudre est tombée. Sur le clocher? Sur le clocher et le cadran sud a explosé. Donc maintenant, ça va être réparé. Donc d'ici quelques temps, on pourra à nouveau régler sa montre sur l'horloge de l'église. Ah mais le système de la cloche n'a pas été touché.
Juste le cadran. Juste le cadran qui a explosé. La cloche sonne toujours, elle sonne mais toujours. Là, au sud, on n'a plus l'heure. Voilà. Bon, ça va vite revenir alors. Ça va vite revenir. En tout cas, merci pour cette visite. Et c'est donc ici, au bord de la Somme, au pied de ce charmant moulin, que s'achève mon escapade à Tugny-Épont. Une fois de plus, j'ai rencontré des personnes attachantes. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie pour découvrir cette commune de notre territoire. Vous pouvez voir et revoir cette émission bien évidemment sur les réseaux sociaux. Et je vous dis donc à très vite pour de nouvelles escapades au cœur des communes sur ma télé.